Merci beaucoup Michel Côté. On entame en effet le deuxième temps fort de notre soirée. Regard croisé avec vous, messieurs, Jacques Darcy et Bertrand Fontaine. Allez-y, je vous en prie, prenez place. Comment optimiser les financements publics-privés en France et en Europe? On a un petit peu évoqué le sujet lors de la précédente table ronde. On va creuser avec vous et prendre un peu de hauteur en prenant la dimension européenne également. Jacques Darcy, je précise que vous êtes le directeur France du Fonds européen d'investissement, le FEI. Et on a avec nous également donc Bertrand Fontaine, le directeur garanti de BPI France. Alors messieurs, vous représentez aujourd'hui les financeurs publics. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure vous intervenez et avec quelle complémentarité avec les financeurs privés? Avec grand plaisir. Donc effectivement, moi je suis donc directeur de la garantie chez BPI France. Finalement, la garantie de BPI France, c'est principalement garantir le monde bancaire. Donc on peut s'interroger, dire, pourquoi garantir le monde bancaire? Aussi garantir les réseaux d'accompagnement. Donc aussi, pourquoi les garantir? Et même garantir les fonds d'investissement privés. Alors en fait, derrière, la seule chose que nous visons, c'est le dynamisme des entreprises. Et c'est finalement la prise de risque à tous les niveaux. Nous avons besoin collectivement de la prise de risque des entrepreneurs. On a eu un très bon témoignage tout à l'heure. Il y a un moment donné, il y a un entrepreneur qui veut créer son entreprise. Par nature, c'est une prise de risque. Et on a aussi besoin que dans notre écosystème, qui est extraordinaire en réalité, nous avons un écosystème bancaire, réseau d'accompagnement, acteurs d'investisseurs, absolument d'une densité incroyable. On a les banques les plus d'ailleurs repérées d'Europe, enviées. Il n'y a qu'en France qu'on n'envie pas nos propres banques. Mais bon, il faut savoir que tout le monde nous envie de notre système bancaire, une concurrence acharnée entre les banques. Et pourtant, il faut qu'on les pousse à prendre ces dossiers un peu plus zone grise, un peu plus risqués que d'autres, ceux qui ne sont pas complètement naturellement, on va dire, facilement supportés par la garantie. Cette prise de risque des banques, il faut que nous, acteurs publics, on incite cette petite prise de risque supplémentaire. Parce que quand cet écosystème bouge, 350 000 banquiers en France, quand cet écosystème décide de prendre un peu plus de risques, c'est toute l'économie qui se regrandit. Alors, l'écosystème globalement, dans les périodes où ça va bien, ça va, ça roule. Dans les périodes de crise, là, c'est clair. Dans les périodes de crise, les systèmes de garantie sont juste indispensables. Nous, on pense qu'on est indispensable tout le temps. On va dire que la force publique se rappelle qu'on est absolument indispensable, notamment dans les périodes de crise. Donc il y a eu la période Lehman Brothers, total blocage de l'économie. S'il n'y avait pas eu les systèmes de garantie existants, je pense que juste les banques auraient arrêté de prêter, puisqu'elles ne se prêtaient plus entre elles, donc pourquoi prêter aux entreprises? C'était un moment absolument clé de la garantie en France. C'est là où les banques se disent « Waouh, en fait, il y a des périodes où on ne sait plus faire sans un peu de soutien ». Ça a complètement libéré l'économie, ça a fonctionné de façon incroyable. Et puis, dans la période Covid, il y a eu le PGE, ça a été évoqué tout à l'heure. Et Michel, je te rejoins totalement sur la seule limite, tu as mis le doigt dessus, du PGE, c'était la possibilité de les rallonger dans des contextes plus faciles que ce qui a été décrété. Mais ce PGE, il a permis à 800 000 entreprises d'obtenir un crédit, de tout en pleine période de crise, et il a été très contributif du point de vue de l'État, et donc du point de vue de l'économie en général, à, on va dire, sauver le système au moment où c'était particulièrement aigu. Donc voilà, la garantie, on reviendra après sur les mécanismes qui gèrent la garantie, mais c'est tout d'abord des entreprises, des entrepreneurs. Là, j'ai mis le petit coq bleu, c'est le coq des entreprises industrielles. C'est un industriel, en fait, tout à l'heure, artisan industriel, qui faisait son témoignage. On a absolument besoin, pour tout ce qui a été dit par le sénateur redresser la balance économique et commerciale, on a besoin de notre industrie. On est tombé à moins de 10% d'industrie en France. Il faut absolument qu'on permette ce retour vers une industrie beaucoup plus puissante. C'est donc, qui dit industrie, dit prise de risque. Il n'y aura pas d'industrie sans prise de risque. Qui dit prise de risque, dit soutien d'organismes comme BPI France pour que les banquiers, les investisseurs, tout le monde, tout cet écosystème qui est fantastique, soit le plus en soutien de ces moments de risque de l'entreprise, donc à la création, à la transmission, parfois au renforcement de la trésorerie quand c'est des périodes difficiles. Dans ces périodes aiguës, il faut qu'on soit en soutien. Et après, on verra comment le faire sans que ça coûte aux contribuables, ou en tous les cas de façon limitée. Jacques Darcy. Merci. Vous intervenez. Vous m'entendez? Oui. Alors
C'est vrai que je repensais à l'intervention de M. Gomez parce que souvent Keynes disait, appelait l'économie ou la finance the dismal science, donc la science horrible. Et c'est vrai que quand je pense à M. Gomez, ce qui est tellement intéressant, c'est d'entendre ce qu'il a créé, quoi, comment il a transformé un mode de production, une nouvelle façon de faire. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans des chiffres, voilà, des schémas, etc. C'est un peu aride. Alors le FEI est moins connu que la BPI, beaucoup moins. Donc nous sommes une institution européenne basée à Luxembourg. Nous sommes à peu près 700. Et nous avons deux activités principales. Pour moitié à peu près des cautions ou des garanties. Et puis pour moitié de l'equity, c'est-à-dire du haut de bilan, donc ce à quoi Michel Côté faisait référence, c'est-à-dire de l'equity, donc principalement via des fonds de capital risque. Et nous fonctionnons toujours, nous finançons l'économie européenne à travers des intermédiaires, jamais en direct, nous ne faisons pas jamais de projet en direct. Alors nos équipes travaillent sur toute l'Europe. Donc, et ça veut dire 35 pays, les 27 plus des pays associés. Ce qui veut dire que en intervenant dans tous ces pays, nous avons un laboratoire incroyable de créativité financière, parce que quand on voit comment fonctionnent les Finlandais, les Français, les Espagnols, etc., c'est vraiment il y a de très, disons, chaque pays, chaque région arrive à trouver les manières de se financer. Et il y a vraiment une Europe de la finance qui est très diversifiée. Et on apprend énormément à travailler dans tous ces différents marchés. Et nous essayons de transférer les meilleures pratiques ou des idées d'un État à l'autre. Alors je dirais notre business model est nous faisons partie du groupe BEI, donc nous sommes une filiale de la BEI à 60%, 30% la commission. Donc c'est la seule plateforme opérationnelle entre la BEI, les deux institutions du traité, donc la BEI et la commission. L'autre est la BERD, mais ils ont 3 et 5%, je crois, donc ça n'est pas vraiment la même chose. Et ils sont très présents, les deux, la BEI et la Commission. Et ensuite, une quarantaine de banques, pour moitié publiques, pour moitié privées. En France, nos deux actionnaires sont la BPI et BPCE, par exemple, et qui sont aussi très, très actifs, sont nos partenaires dans des opérations de financement, mais qui également échangent beaucoup avec nous. Vous avez 40 banques de partout en Europe qui viennent à nos réunions et qui parfois nous mettent au défi de trouver des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé tout seul. Et alors notre business model, nous fonctionnons principalement par mandat. C'est-à-dire, nos mandants sont bien sûr nos actionnaires principaux, la BEI et la Commission européenne. Donc, notre principal mandat dans le domaine des garanties, c'est InvestEU. Donc, c'est le mandat amiral de la Commission européenne pour les petites entreprises, les PME, et également des États membres. Donc il y a des États membres tels que la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, etc., où en fait la BPI, c'est un peu le FEI. Ils n'ont pas la très belle, le très beau dispositif que représente en France la Caisse des dépôts, la BPI. Enfin, en France, il y a vraiment une richesse qui est impressionnante de solutions et puis de régularité de financement. Donc, nous sommes très, très admiratifs. Alors, nous adoptons toujours une approche de subsidiarité. C'est-à-dire, le FEI n'est pas là pour remplacer, entrer en concurrence avec des solutions qui existent déjà. En France, la BPI existe déjà en tant qu'opérateur public et nous finançons régulièrement l'économie française via des accords avec la BPI. Alors je dirais peut-être pour un dernier mot sur notre mode de fonctionnement, je dirais que notre savoir-faire, celui de nos équipes, réside principalement dans le fait qu'on nous confie de l'argent qui est soit public, soit aligné avec des politiques publiques, et que nous arrivons, via de l'ingénierie financière, à transformer en instrument de marché.
C'est-à-dire, c'est à attirer, à faire participer le secteur privé, in fine, parce que c'est la clé aujourd'hui en Europe et de plus en plus elle le sera. C'est la participation du secteur privé dans le financement de l'économie et de l'innovation. On n'y arrivera pas par des partenariats public-public. Il va falloir qu'on attire de plus en plus le secteur privé. Je pense que c'est la phase qui s'ouvre à nous. Merci messieurs. Quels sont les grands enjeux que vous identifiez pour demain et puis les priorités pour optimiser ces financements publics-privés? Bon, alors les enjeux sont multiples, mais c'est toujours d'entraîner cet écosystème. Donc déjà, nous, on raisonne en partage de risque. Donc en fait, on est aligné quand une banque prête, par exemple. On va raisonner en perte finale. Donc on va prendre le même risque que la banque. Si en moyenne, on prend 50% de quotité, eh bien, on sera aligné sur le devenir de ce dossier. Et donc, comme on est aligné sur le devenir du dossier, le plus souvent, on partage l'analyse du dossier. Donc sur on va dire les sollicitations les plus importantes des entreprises, on étudie les dossiers aux côtés des banques. Sur les plus petits enjeux, déjà on essaie de simplifier au maximum le système parce qu'on a quand même un nombre d'interventions assez significatif. Donc sur les dossiers, globalement, tout ce qui est en dessous de 200 000 euros, on laisse la main à la banque qui est assez autonome dans ses décisions. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir à peu près 80 000 interventions par an. C'est qu'en fait, 80% de ces interventions se font toutes seules par la banque. Et puis 20% de ces interventions, on est en co-décision avec les banques. Donc déjà, il y a ce raisonnement. Et la co-décision, elle est importante parce que c'est les enjeux les plus importants, notamment sur la transmission d'entreprise. Compliqué d'analyser une transmission d'entreprise, je vous assure. Et en général, le prêteur est content de ne pas être tout seul sur l'analyse de son dossier. Je pense que les autres organismes ici de garantie présents à la salle s'y retrouveront aussi. C'est important de ce moment de partage de décision. Alors, comment on peut projeter ensuite nos outils doivent répondre à plusieurs enjeux. Premier enjeu, les enjeux de crise. On l'a vu avec le PGE. Nous, on a pris la gestion du PGE pour le compte de l'État avec ces 800 000 PGE qui sont gérés avec toute la place bancaire. Donc, il faut une gestion fluide pour que ça continue à fonctionner de façon opérationnelle. Ces temps-ci, il y a une petite crise. Il y a une crise plutôt, je ne vais pas dire petite, ce ne serait pas le bon terme. Il y a une crise dans le secteur agricole sur laquelle l'État cherche une solution et nous demande de construire aussi un dispositif un petit peu défensif pour ce secteur-là aujourd'hui. On le prend en charge et on est en train de le co-construire avec l'État. Et puis, plus structurellement, il y a l'ambition de se tourner sur les défis, alors je vais dire de demain, mais qui sont déjà des défis d'aujourd'hui, par exemple, tout le défi climatique. Et donc, comment être un peu force d'entraînement de la place bancaire sur l'analyse des dossiers dans le domaine du climat. Alors, autant vous dire que les banquiers ne nous ont pas attendus pour savoir le faire sur les grandes entreprises. Donc, sur les grandes entreprises, même sur les ETI, aujourd'hui, l'ensemble de la place financière est très bien organisée pour analyser des dossiers avec les enjeux climatiques. Et chaque ETI ou grande entreprise, dans son bilan, va mettre une part de ce bilan sur la partie de l'enjeu climatique. Quand on commence à parler des PME, c'est moins vrai. Et quand on parle des TPE, là, plus personne ne sait rien faire. Donc en fait, ce qu'on a lancé en 2024, qui vise à simplifier, c'est un outil qui permet d'analyser ce qui est compliqué dans le domaine du green. Dans le green, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde veut en faire. Et il y a une chose qui est sûre aussi, c'est quand il faut décider de ce qui est green et ce qui n'est pas, personne n'est d'accord. Donc il y a bien des textes européens qui ont la vertu d'exister. C'est assez puissant, c'est ce qu'on appelle la taxonomie. Mais voilà, c'est assez compliqué, c'est 400 pages, c'est pas trop à la portée, entre guillemets, d'un dirigeant de TPE ou PME de savoir si finalement il est bien ou pas par rapport à cette taxonomie. On a créé un outil, une plateforme digitale, c'est un petit peu ce côté un peu avant-gardiste et prise de risque de BPI France, qui permet aux dirigeants de venir sur la plateforme, de saisir les éléments de son dossier et de savoir quelle est la partie de son dossier qui est considérée comme green ou pas. Et du coup, de bénéficier pour son entreprise, si on intervient en garantie, d'une garantie qui est plus attractive qu'une garantie classique. Donc voilà, on a créé ça l'an passé, on vise à l'amplifier et on se rend compte aujourd'hui, alors cette plateforme elle est visible, elle est totalement accessible par tout le monde, que toute la place bancaire nous interroge sur notre plateforme, on travaille avec l'Europe aussi sur cette plateforme parce que la taxonomie c'est quelque chose d'extrêmement évolutif, donc c'est pas du tout un produit abouti, c'est un produit qui va continuer à grandir et qui va grandir plus on fera d'accompagnement d'entreprise sur cette notion de green, plus cet outil va s'enrichir et sera mis à disposition de la place. Donc voilà, ça fait partie des enjeux qu'on essaie de traiter les enjeux du climat, traiter des aspects plus défensifs comme sur l'agriculture, et puis voilà, être agile. Il faut absolument que nos outils soient extrêmement agiles pour accompagner les défis qui vont se présenter à nous. Donc moi, c'est ce que je demande à mes équipes, c'est d'être capable de prendre
tout type de défi en main, et puis derrière, on vise, mais on ne l'a pas trop dit, mais être économe des deniers publics. Donc la garantie, j'essaye de donner le moins de chiffres possible, parce qu'en général, on retient tout, sauf les chiffres. Si je vous donne 3 chiffres, je les ai un peu arrondis vers le haut sur la dotation. On utilise 200 millions, en fait, c'est beaucoup moins, mais bon, c'est pas grave. Retenons 200 millions. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est de l'argent du contribuable. Avec ça, on va prendre 4,5 milliards de risques. Donc ça, c'est ce qu'on va porter dans notre bilan. On va prendre 4,5 milliards de risques. Et en moyenne, ça va permettre 9 milliards de prêts dans l'économie ou d'investissement au capital ou d'intervention des réseaux d'accompagnement. Donc vous avez 200 millions d'un côté, vous avez 9 milliards de l'autre, vous faites le ratio, c'est x 45. Voilà. C'est dans ce sens-là que les dispositifs de garantie sont en général discrets, un peu méconnus de la clientèle finale, mais extrêmement vertueux sur l'utilisation de l'argent, qu'il soit public ou privé. Et parce que, et Michel l'a un petit peu dit tout à l'heure, pourquoi on obtient ça? On obtient ça parce qu'on gère des dispositifs qui s'appuie sur une énorme mutualisation. Quand vous faites 80 000 dossiers par an, mais même si vous en faites 1000, vous avez déjà des effets de mutualisation significatifs. Si vous faites 50 dossiers par an, vous aurez du mal à atteindre des phénomènes de mutualisation. Mais quand vous commencez à en faire 1000 dans un domaine, puis 10 000, puis 20 000, et nous, c'est monté à 80 000, c'est clair que vous avez le bénéfice de cette mutualisation. Et c'est ça qu'on apporte aussi, cette capacité à gérer de façon très large. Alors on est un peu discret, parce qu'on est moins visible de l'entreprise, pas toujours mis en avant, et c'est normal, on est un petit peu derrière, mais je pense qu'on l'a démontré dans les périodes de crise, notamment aiguës, ce sont les dispositifs sur lesquels tout le monde se retourne dès que c'est un petit peu compliqué. Merci. Jacques Darcy, comment on voit l'avenir au FEI? Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour nous, en fait, le FEI, nous sommes à la confluence de 3 mondes qui sont en pleine mutation. L'Europe, où il y a une crise européenne, donc la finance et la technologie. Donc le FEI doit se réinventer tous les 3 à 5 ans. On doit trouver de nouvelles solutions pour continuer à répondre aux objectifs européens. Donc nos activités répondent toujours à des objectifs européens, ce qui veut dire, moi il y a parfois des gens qui me disent mais la présidente von der Leyen a dit que, et moi je leur dis ok, elle a dit ça, dans 2 ans nous aurons probablement nous un chéquier prêt à l'emploi, ou dans 3 ans. Et en plus, pour nous, ce sont des chéquiers qui sont faits tous les 7 ans à peu près. Les chéquiers européens, donc le cycle budgétaire européen, il est de 7 ans. Et c'est aujourd'hui qu'est en train de commencer à se négocier la prochaine, ce que nous appelons dans le jargon la perspective budgétaire. Donc pour nous aujourd'hui, le FEI, nous allons passer sur les 2 prochaines années beaucoup de temps, et nous sommes très à l'écoute des intermédiaires, des écosystèmes pour savoir ce que nous pourrons déployer in fine, là où sont les besoins, là où sont les solutions. Donc je vous encourage à parler à nos équipes. Vous avez Paul Samsonov qui est là, Andrea Draghici, il aura peut-être un peu de retard parce que son train est en retard, mais voilà. Et nous sommes très preneurs de cette écoute, parce qu'une fois que nous avons calé les 7 prochaines années, bon, après on trouve des solutions pour s'adapter, mais c'est quand même assez difficile. Alors en termes concrets, pour nous jusqu'à présent, nos principaux objectifs s'appellent le climat. Clairement, nous avons un agenda climat, un agenda social, un agenda innovation. Nous faisons face à 2 chocs importants et que nous n'avons jamais traités jusqu'à présent. Le premier s'appelle la défense. Et donc nous sommes, même c'est public, sous pression d'États membres, etc. Et pas tous, les États membres n'ont pas tous les mêmes opinions par rapport à la défense, mais le groupe BEI est appelé à s'engager dans la défense. Donc ce qui veut dire que nous travaillons sur des produits qui, soit dans le du côté haut de bilan, equity, ou du côté garantie, répondront aux besoins des entreprises, des PME qui travaillent dans ces domaines. Et nous avons aussi
aussi des enjeux dans le domaine de l'agriculture et bioéconomie, dont un mandat par exemple qui nous est confié par l'État français et qui marche très bien et qui finance des jeunes agriculteurs, donc c'est vraiment de très beaux produits. Et puis je dirais le deuxième ou dernier gros défi que nous avons s'appelle l'union des marchés des capitaux. C'est le fait qu'aujourd'hui un acteur tel que le FEI, in fine, nous opérons sur 27 marchés financiers différents. Et donc il est clé pour l'Union européenne, pour chacun de nos États membres, que à très court terme, nous ayons un marché financier qui permette aux banques et aux institutions financières d'opérer de manière efficace dans tous les pays de l'Union. Aujourd'hui, il y a une perte d'efficacité en ligne qui est assez considérable. Vous avez les rapports Noyer en France, qui a été précurseur du rapport l'État, et le rapport Draghi, dont il a été question tout à l'heure, qui doivent maintenant être mises en œuvre. Donc c'est vraiment clairement, et pour nous, nous sommes en plein dans ces enjeux. Merci beaucoup. Bertrand Fontaine, un dernier mot peut-être ? Vous avez un dernier message à adresser ? Toujours l'entreprise au cœur. Voilà. Juste retenir que l'entreprise au cœur, parce que dès qu'on s'éloigne de ça, on perd nos repères et on ne construit plus dans le bon sens. Mais si on doit se questionner par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est intéressant de se dire quels sont nos défis de demain. Les vrais défis, c'est ceux qui sont portés par les entrepreneurs. Et donc, s'il y a une chose qu'il ne faut pas casser, c'est la prise de risque. Il faut favoriser la prise de risque, et nos institutions démontrent que la prise de risque, elle est payante, parce que sinon, on coûterait très cher. Si c'est extrêmement résilient, si on a des modèles qui ont des effets de levier aussi magnifiques, c'est tout simplement parce qu'en réalité, les entreprises honorent leurs endettements, honorent leurs dettes, honorent leur prise de risque, et que la prise de risque, elle est payante. Et que culturellement, en France, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc on est là pour favoriser, quoi qu'il arrive, la prise de risque, aussi bien par les entrepreneurs que par l'ensemble de l'écosystème. Merci Jacques Darcy. Le mot de la fin peut-être de son regard croisé. Moi peut-être, je crois que je suis convaincu que les instruments financiers de demain, et demain c'est dans 5 ans, seront probablement très différents de ceux que nous avons aujourd'hui. La technologie est en train de changer de façon radicale notre manière de fonctionner. Et je dirais pour nous, FEI, un de nos grands défis, c'est de ne pas contribuer à constituer un superbe incubateur pour que nos meilleures entreprises partent ailleurs. Donc c'est vraiment de les retenir ici chez nous, que les centres de décision, les emplois restent en Europe. Merci infiniment messieurs pour ces éclairages.